Bonjour à tous, je suis Stéphane Labranche et je suis sociologue et je travaille sur la biodiversité. Alors, comment est-ce qu'un sociologue peut travailler sur la biodiversité? Est-ce que je pose des questions à des fourmis? Est-ce que j'observe des escargots en train de négocier sur un contrat? Non. L'idée avec le travail sur la biodiversité avec le CREA Mont-Blanc, ça a été de voir pourquoi les gens qui participent au projet des sciences participatives du CREA Mont-Blanc le font. Euh, Quel type de valeurs environnementales ils ont, comment ça se compare avec le restant de la population. Et surtout, dans ce cas-ci, c'est de comparer ceux qui font de l'identification d'espèces en se promenant dans la forêt, dans les champs, qui regardent les arbres, les oiseaux, les animaux, et ceux qui le font derrière un écran, en regardant des photos qui proviennent de pièges photographiques. Donc, le CREA Mont-Blanc a tenté de mieux comprendre en fait son réseau humain plutôt que animaux, et puis de voir en fait comment mieux intégrer les gens, mais aussi peut-être attirer plus de public pour faire de la science participative. Et là, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et la première question qui se pose, c'est comment on travaille en tant que sociologue qui veut travailler là-dessus. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est de décider d'environ 30 personnes avec qui on allait parler, qui participent au projet One Mont Blanc et Phénoclim, pour voir quelles étaient leurs motivations, etc. Euh, je les rencontre en visioconférence pendant environ 45 minutes avec une grille de questions. Il faut que ça ressemble à une discussion la plus libre possible. Et effectivement, la discussion tourne souvent très philosophique. Euh, et puis, euh, et puis l'idée ici aujourd'hui, pour vous en parler, c'est de vous dire qu'est-ce que j'ai trouvé dans ces premiers 20 entretiens qu'on a menés. Il m'en reste encore quelques-uns à faire, mais il y a des choses qui émergent. Alors, première question que je leur pose, c'était comment vous avez entendu parler du projet? Là, il y a une variété de réponses, en fait. La première réponse, c'est par hasard. Je surfais sur le net et puis j'ai vu Crémont Blanc que je connaissais un petit peu. Et ils me disent aussi que parfois c'est... en fait, ils cliquent sur un truc et là, c'est Zone Universe, c'est quoi ça? Donc, ce sont des gens qui sont intéressés par la biodiversité naturellement ou par les sciences participatives, j'y reviendrai, et qui veulent en fait fouiller, voir ce que c'est. Ça, c'est le premier, l'accident presque Internet, quoi. Le deuxième groupe, c'est des gens qui connaissaient déjà et qui se sont inscrits avec une volonté parce que quelqu'un leur en a parlé ou parce qu'ils l'avaient vu passer dans une newsletter ou dans une vidéo sur Internet aussi, YouTube, etc., qui a été publiée par le Mont Blanc, par Créa Mont Blanc. Donc, ça, c'est les premiers éléments. Il y a quand même une part d'aléatoire un peu dans cette prise de contact, en tout cas. Euh, et ensuite, je leur ai dit, mais pourquoi, je leur demande, pourquoi est-ce que vous êtes intéressés par ce sujet? Et là, il y a plusieurs portes d'entrée, et c'est là qu'on voit que ça devient sociologiquement intéressant. Première porte d'entrée, ce sont des gens qu'on peut appeler les montagnards. Ils veulent participer à ce projet parce qu'ils aiment la montagne. Et dans la montagne, il y a des animaux. Il y a des arbres, il y a de la mousse, il y a du lichen, il y a tout ça. Et ils veulent mieux comprendre et mieux observer, en fait, ce qui existe dans ce milieu qu'ils aiment bien. Euh, L'autre point d'entrée, le deuxième point d'entrée, c'est vraiment la biodiversité. Ce sont des gens qui aiment beaucoup les animaux, qui regardent aussi les saisons défiler, que ce soit dans leur jardin ou en balade, et qui veulent mieux comprendre et ce milieu naturel dans lequel ils évoluent. Ce sont souvent des gens, d'ailleurs, qui avaient des contacts proches à la nature à l'enfance. Ça, c'est une hypothèse en psychologie qui émerge depuis quelques années, qui est assez forte, que le contact à l'enfance avec la nature est un des facteurs les plus importants qui nous amène à vouloir protéger la nature à l'âge adulte. Donc, on a quand même testé ça. Est-ce que beaucoup des gens qui participent au projet du Créa Mont Blanc ont eu des contacts avec la nature à l'enfance? Et la quasi-totalité, c'est le cas. Certains le font, alors ceux qui le font par écran, qui ne se promènent pas en balade, sont souvent des gens qui ont eu un contact avec la région du Mont Blanc, ou avec la montagne en général, et qui maintenant vivent ailleurs, soit pour les études, soit pour la retraite, soit pour le travail. Et ils sont en plaine, ils sont sur le bord de la mer, mais ils ne sont pas en montagne, et ça leur manque.
Les images de l'enfance, leur bien-être à l'enfance remontent et c'est une manière pour eux de recontacter, de se remettre donc en contact avec ces éléments d'enfance émotionnels et psychologiques, de souvenirs, avec justement par le milieu des pièges photographiques. Ça, c'est super intéressant. Un troisième groupe, une catégorie qu'on peut appeler de motivation première, des gens qui sont bien au courant, qui comprennent bien la biodiversité, mais qui veulent qui veulent être des relais. Ils prennent le rôle de passeurs de relais pour parler en fait de biodiversité dans des cours, dans des classes, dans les formations. Il y en avait un guide de montagne d'ailleurs qui veut faire ça. Et donc, il utilise ça pour en fait transmettre aux autres, allez voir ça, vous allez mieux comprendre. Autre élément sur lequel il y a beaucoup plus dans le rapport, hein, mais un autre élément de distinction cette fois-ci que j'ai voulu creuser, c'est la différence entre ceux qui sont intéressés par la biodiversité et ceux qui sont intéressés par le climat. J'ai une longue expérience avec le climat, j'ai fait plus de 600 entretiens semi-directifs avec le climat, et des choses ont commencé à émerger durant les entretiens sur la biodiversité qui m'ont interpellé. Quand vous demandez aux gens c'est quoi pour vous le climat, tout de suite la première réponse est changement climatique, crise, catastrophe à venir, augmentation des températures, etc., etc. Ou pour les climato-sceptiques, c'est de la merde, c'est pas grave, ça n'existe pas. Mais en tout cas, pour ceux qui pensent que le changement climatique est une réalité, climat est égal à changement climatique. C'est pas vrai pour la biodiversité. Quand je demande aux gens c'est quoi pour vous la biodiversité, ils rentrent dans une discussion philosophique d'interaction, d'équilibre, de différenciation, de multiplicité des espèces qui, en fait, ensemble vont former un milieu. Et leur registre émotionnel est très important. Il est de l'émerveillement, de l'amour. On voit beaucoup d'émotions positives associées à la biodiversité spécifiquement. Donc, super intéressant parce qu'on n'est pas dans un registre de peur et d'angoisse, on est dans un registre d'émerveillement et de fascination. Quand ensuite je leur demande, bon, alors, c'est quoi la crise de la biodiversité? Même dans ce registre de crise, on ne retrouve pas la même intensité d'angoisse qu'on retrouve avec les gens du changement climatique. Et donc ça, c'est assez prenant, mais ça a des implications très fortes sur comment communiquer auprès des gens, sur qu'est-ce qui les intéresse et quels sont leurs moteurs et leurs motivations pour participer. Une autre catégorie de gens, et c'est le troisième, c'était surtout sur les questions des sciences participatives. Là, on se retrouve avec des gens qui sont moins intéressés par la question de la biodiversité, mais qui sont très intéressés par le fait de contribuer à un projet de science en soi. Donc, c'est des gens qui aiment la science, et aussi participative. Et là, on a souvent ce qu'on retrouve dans des projets de sciences participatives, le bon samaritain. Le bon samaritain, c'est qu'il ne s'intéresse pas vraiment à l'enjeu en soi, mais il veut contribuer à ce que ça fonctionne. Ils ont une approche assez collective. Je veux aider le groupe A, je veux générer de la donnée qui va être utile. Et souvent, en fait, ensuite, ils font autre chose. Ils n'ont pas beaucoup d'intérêt par ailleurs pour l'enjeu. Là, dans ce cas-ci, un peu plus. Mais c'est surtout rendre service qui les intéresse. Et ça, il y en a deux dans notre groupe. Puis ensuite, sur les questions de biodiversité et de climat, l'autre chose que j'ai remarqué, pour revenir à ça, c'est la différence dans les modes de pensée et la cognition. Les personnes qui sont préoccupées par la biodiversité ont une pensée relationnelle, interactionnelle, systémique, beaucoup plus poussée que ceux à qui j'ai parlé, et j'en ai parlé avec des enquêtes à grande échelle en plus, sur les questions de climat. Donc là aussi, il y a des spécificités qui sont intéressantes. Ensuite, sur les pièges photographiques, on avait une hypothèse, et je vais terminer avec ça, que ceux qui regardent la nature, le vivant, passer derrière un piège photographique, sont des gens qui seraient a priori peut-être un peu plus éloignés en termes d'émerveillement de la nature, d'amour de la nature, d'attachement. C'est faux. C'est complètement faux même. Eux-mêmes le disent, c'est le meilleur moyen pour regarder, observer, identifier la nature sans la perturber. Parce que dès qu'il y a la présence humaine, les animaux sont perturbés, ils ne s'accouplent plus, ils ne se nourrissent plus de la même manière, ne passent plus sur leurs zones de chasse, etc., etc. Et donc là-dessus, ça a été assez intéressant de voir qu'un argument très biodiversité, protection et attachement à la nature était utilisé, et c'est du ressenti.
Peut-être pour terminer avec ça, ce qu'on va faire ensuite en termes de méthode sociologique, ça va être de retirer et de compléter une analyse et de poser des questions à grande échelle pour voir si on retrouve ces différences entre climat et biodiversité, si on retrouve cet attachement pour la nature et la biodiversité. Avec une chose que je voudrais explorer un peu plus, c'est la difficulté à savoir comment protéger la nature. Tous les gens à qui on a parlé sont facilement capables de sortir avec une liste d'actions à faire pour aider le climat, diminuer la consommation d'énergie, c'est facile à trouver. Mais pour aider la biodiversité, leur première action, c'est de dire ouf. Et ensuite, ils viennent avec quelques préconisations. Et donc, je pense qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus. Et au-delà de fournir des informations et de la donner à un projet scientifique participatif, dans leur quotidien, il est plus difficile de faire quelque chose. Donc là aussi, il va falloir fouiller ça. Donc je pense qu'il y a déjà des premiers résultats qui sont super intéressants sur le côté de la cognition, sur le côté des émotions, sur le côté de la participation à une science de projet participatif. Voilà. Et puis, ben, je vous en dirai plus quand on a poussé encore plus l'analyse et qu'on fera un peu plus de, de, de corrélation et d'analyse transverse entre les différentes personnes et les différents groupes. Merci beaucoup. Et ben, je regrette de ne pas avoir été là en live, mais je suis là de tout cœur. Au revoir.